Existe-t-il une bonne mort? Ne pensez-vous pas, chère Hélène, que pour tenter de répondre à cette si difficile question, il serait bon que nous fassions dialoguer nos âmes? L'idée me paraît bonne, mon cher Éric. Mais d'où vous vient cette idée qu'il nous faudrait dialoguer? Elle me vient de la plus belle définition jamais donnée de la pensée, celle de Platon. La pensée, c'est le dialogue de l'âme avec elle-même. Penser, c'est écouter la petite voix qui, au fond de soi, n'est pas d'accord avec soi. Oui, à une question aussi lourde, aussi majeure que la nôtre, existe-t-il une bonne mort? Il me semble que nous devons répondre par un effort de pensée. Je disais que la définition de Platon était la plus belle jamais donnée de la pensée, mais non, Victor Hugo va peut-être encore plus loin que Platon dans un chapitre génial des Misérables qui s'appelle « Javert déraillé ». Le titre vous surprend peut-être, mais en effet, Javert déraille parce que Javert, vous vous en souvenez, c'est ce policier qui poursuit Jean Valjean de son zèle imbécile, convaincu qu'il est qu'un forçat évadé doit retourner au bagne, sans vouloir du tout considérer que Jean Valjean a changé et qu'il est devenu un homme merveilleux. Or, ce Javert qui poursuit Jean Valjean est sauvé d'une noyade dans la Seine, précisément par Jean Valjean, qui essaie de cacher son visage pour n'être point reconnu par Javert, mais qui est reconnu par Javert. Et c'est alors que Javert déraille. Javert est perdu, troublé. Il ne sait plus que faire. Voilà ce qu'écrit Victor Hugo quand il avait rencontré Valjean si inopinément sur les berges de la Seine. Il y avait eu en lui quelque chose du loup qui ressaisit sa proie et quelque chose du chien qui retrouve son maître. Javert s'était éloigné à pas lents dans la rue de l'Homme Armé. Un changement s'était fait dans sa personne. Elle était empreinte d'anxiété. Depuis quelques heures, Javert avait cessé d'être simple. Son cerveau, jadis si limpide dans sa cécité, avait perdu de sa transparence. Il y avait un nuage dans ce cristal. Et alors voilà la définition de la pensée génialement donnée par Victor Hugo. Une des anxiétés de Javert, c'était d'être obligé de penser. La violence même de toutes ces émotions contradictoires l'y obligeait. Il y a toujours dans la pensée un certain degré de rébellion intérieure et Javert s'exaspérait de sentir cela en lui. Platon. La pensée, c'est le dialogue de l'un avec lui-même. Hugo. La pensée, c'est l'écoute de la petite voix qui se rebelle au fond de soi. Eh bien oui. Ne pas répondre trop vite à notre question. Existe-t-il une bonne mort? Ne pas répondre idéologiquement à notre question n'est possible que si nous faisons un effort de pensée. N'en êtes-vous pas d'accord, Hélène? Ah, ça me plaît, Rick. Votre proposition me plaît, mais continuez un petit peu. Oui, essayons de penser. Alors, à la question « Existe-t-il une bonne mort ?», même Johnny Hallyday aurait très vite compris qu'il n'y a que deux réponses possibles. Soit oui, soit non. J'aime beaucoup ce que disait Fabrice Lucchini au sujet de Johnny Hallyday. Vous savez, ils étaient assez copains. Ce qu'il y avait de prodigieux chez Johnny, c'est qu'il revisitait les évidences. Et c'est vrai que Johnny a dit une fois, finalement, il n'y a rien de mieux que la perfection. Bah oui. Et surtout, on se souvient aussi de ce moment inoubliable de l'histoire de l'humanité où Johnny Hallyday court le Paris-Dakar. La voiture est en panne longtemps dans le désert. Elle est réparée. Ils arrivent tard au poste d'arrivée. Les journalistes se précipitent. Johnny baisse la vitre et a eu ce mot inoubliable. Tu te rends compte que si on n'avait pas été arrêté 1h15, il y a 1h15 qu'on serait là. Oui. Johnny revisitait les évidences, et là il y a une évidence à la question existe-t-il une bonne mort? Il n'y a que deux réponses possibles. Soit non, soit oui. Alors non, disent certains, il n'existe pas de bonne mort. La mort est toujours chose mauvaise et toujours mauvaise chose. Mais il y a aussi la possibilité de répondre oui. Il existe une bonne mort, c'est-à-dire étymologiquement une euthanasie.
Les militants de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, ADMD, se sont arrogés l'expression euthanasie. Ont-ils raison? Je rappelle que dans euthanasie, il y a oi qui veut dire bon et thanatos la mort. Ce préfixe oi, vous l'avez aussi dans Eucharistie, la bonne grâce, dans eugénisme, la recherche du bon gène, vous l'avez dans euphorie, on est porté vers le bien, euphonie, les sons qui vont bien ensemble, et les contraires du préfixe oi, qui veut dire bien, c'est à la fois caco et dis. Alors le contraire de l'euphonie, c'est la cacophonie. Le contraire de l'euphorie, c'est la dysphorie. Existe-t-il une bonne mort, une euthanasie? Peut-être, mais alors que serait-elle? Je vois trois possibilités. Soit la mort brutale, d'une crise cardiaque ou d'une hémorragie ou d'un AVC foudroyant, d'une rupture d'anévrisme, qui permettrait de quitter la vie avant la déchéance, avant la dégradation, avant ce que Montaigne appelait la mort par morceaux. C'est la définition que Montaigne donnait de la vieillesse. Avant que de mourir tout à fait, nous mourons par morceaux. Nous partons par le menu. Bon, alors certains pensent que la bonne mort, c'est cette mort brutale qui nous épargne la dégradation, la mort par morceaux. Deuxième possibilité, la mort qu'on a choisie, qui nous serait donnée par l'aide médicale à mourir. En Suisse par Caritas, en Belgique ou au Canada par un médecin, ou dans l'État d'Oregon. Deuxième possibilité. Troisième possibilité, la mort plus douce, celle qui vient à l'issue d'un tendre accompagnement dans un réseau de soins palliatifs. Je laisse de côté la mort brutale qui ne dépend pas de nous, pas de vous, que vous soyez bénévole ou soignant ou amoureux ou époux, je ne sais. Même si nous pourrons peut-être en reparler dans la conversation. Restent donc deux possibilités de bonne mort. La mort qu'accompagne les soins palliatifs et celle qui se donne par l'aide médicale à mourir. Eh bien, si chacun pensait, si chacun écoutait la petite voix qui se rebelle au fond de soi. Je sais, Hélène, votre proximité avec les soins palliatifs. Et je sais, Eric, qu'il en est de même pour vous. Certes, mais alors imaginons soutenir une cause qui n'est pas forcément la nôtre. Et donc dialoguons. Dialoguons. Je suis troublée. Voulez-vous dire que vous m'invitez à penser que la mort en Suisse ou en Belgique est chose bonne? Oui. Et réciproquement, vous pourriez m'inviter à penser que la mort douce en USP n'est pas forcément une bonne chose? Oui. Alors dialoguons, voulez-vous bien? Je veux bien. Et je pourrais alors me souvenir de certaines de mes expériences de psychologue en réseau de soins palliatifs. Par exemple, ce monsieur que j'allais voir à domicile et qui m'avait demandé de mourir. Et même si je savais bien que j'avais pas à être pour ou contre le fait qu'il veuille mourir, là, tout d'un coup, j'étais vraiment d'accord avec lui. Ce qu'il vivait était absolument horrible. Ces vomissements sans cesse, cette maigreur, cette façon de se voir ainsi mourir à petit feu, c'était terrible pour lui. Et tout d'un coup, horreur pour moi, j'étais d'accord avec lui. À quoi ça servait cette vie? Partager avec lui cette conviction fut vraiment terrible pour moi. Et très bizarrement, cela l'a soulagé. Ça a été important pour lui. Il s'est senti compris, il s'est senti reconnu. Mais je pense aussi au sentiment d'indignité, aux terribles douleurs, aux altérations si fragilisantes, aux peurs, à toutes ces peurs qu'on a en fin de vie, aux peurs de l'abandon, aux peurs d'abandonner, à toutes ces angoisses que la possibilité finalement de l'aide médicale à mourir peut calmer. Je dis bien la possibilité de l'aide médicale à mourir. Car il me semble que pour certains malades, cette possibilité ouvre comme une porte de sortie possible. Quand on vit trop tragiquement les choses, de se dire qu'on pourrait demander à mourir nous donne un petit horizon. Alors considérez, avec celui qui demande, que cela puisse être possible, ouvre la condition d'un dialogue, d'une écoute et surtout la possibilité d'une transformation. Vous êtes très convaincante, je l'avoue. D'autant plus que j'ai ouï dire que dans l'État d'Oregon, certains patients
soulagés qu'on puisse mettre à leur disposition ce qu'on appelait jadis des cocktails lithiques, eh bien finalement ne les utilisent pas. Soit. Une inquiétude demeure cependant en moi. Cette porte de sortie, dont la perspective peut soulager certains patients. Ne craignez-vous pas, Hélène, que notre société obsédée par la performance, la rapidité, la maîtrise, l'autonomie, la désigne à d'autres patients comme l'issue qu'ils doivent prendre, qu'il serait indigne qu'ils ne prennent pas? Voilà ce qui m'inquiète. Votre patient vous a un jour demandé l'aide médicale à mourir. Ne pensez-vous pas impossible qu'un autre jour, il ne vous la demande plus? Et donc, permettez-moi de faire l'éloge des soins palliatifs, pour précisément la belle attention qu'ils montrent à ce que j'appellerais l'oscillation des cœurs meurtris, à leurs oscillations entre moments de silence et moments de parole, entre moments d'envie de mourir et moments d'envie de vivre. Oui, j'ai envie de faire l'éloge des soins palliatifs, en somme pour la belle attention qu'ils montrent au caractère non figé de leur désir. Alors là, je suis complètement d'accord avec vous, Eric. Mais restons attentifs aux oscillations. Oui, parce qu'une partie de votre âme se rebelle à l'idée que la mort accompagnée dans les soins palliatifs, ce serait la bonne mort. Oui, parce que je pourrais reprocher aux soins palliatifs ce que serait parfois une certaine posture. Vous voyez, face aux demandes de mort, une certaine posture d'indignation. Comment vous osez me demander ça à moi? Mais je suis un soignant, je suis pas un bourreau. Vous vous rendez pas compte la violence que vous me faites? Alors il me semble que le refus systématique de l'aide médicale à mourir est une manière, peut-être, de ne pas entendre la souffrance. Et que c'est comme une forme de non-écoute. Ne pensez-vous pas, Eric, que de répondre aux malades épuisés, désespérés, ici on ne tue pas, qui sous-tend aller mourir ailleurs, peut être aussi une grande violence? Je vous comprends, je vous suis, je suis même assez convaincu. Robert William Higgins avait dans un texte déjà très ancien parlé d'une violence de la mort douce. Et en même temps, ne trouvez-vous pas qu'il y a quelque chose quand même de terrible dans le fait de donner la mort? L'expérience clinique le montre à chaque instant. L'inconscient de ceux qui font ces gestes en reste profondément marqué. Et j'entends des patients, des gens qui viennent me raconter leurs cauchemars et qui sont liés au regret, à la culpabilité, au doute d'avoir fait bien en donnant la mort. Et les cauchemars peuvent ressurgir même des années après. Oui, leur inconscient en est profondément marqué, mais leur conscience morale aussi. L'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Il me semble que donner la mort, quand bien même l'autre l'aurait demandé, quand bien même la loi le permettrait, expose peut-être les consciences de celles et ceux qui la donnent à une mésaventure comme celle de Caïn. Vous vous souvenez du poème de Victor Hugo, où après qu'il a tué Abel, Caïn, ne dormant pas, songeait au pied des monts. Ayant levé la tête au fond des cieux funèbres, il vit un œil tout grand ouvert dans les ténèbres et qui le regardait dans l'ombre fixement. Et on se souvient que Caïn va tout faire pour essayer d'échapper à ce regard, qui est en fait moins le regard de Dieu que le regard de sa conscience, parce que le poème de Victor Hugo s'appelle « La conscience ». Alors il va habiter dans des maisons dont les murs avaient l'épaisseur des montagnes, mais l'œil est toujours là. Et alors il se décide d'aller vivre sous terre. Et les derniers vers, évidemment, du poème de Hugo. Puis Caïn descend... Pardon, c'est Abel. Deuxième. Puis Abel descendit seul sous cette voûte sombre, quand il se fut assis sur sa chaise dans l'ombre, et qu'on eut sur son front fermé le souterrain, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Vous voyez bien, Eric, qu'il n'est pas si facile à supposer qu'il y ait une bonne mort, de savoir où elle se situe. Oh, certes. Le moment n'est-il pas venu, Hélène, de nous demander pourquoi? Mais oui, je vous laisse dire vos hypothèses. Ensuite, je vous proposerai les miennes. Non, commencez, Hélène. Ah non, j'en ferai rien. Allez-y, Eric. Alors, soit je commence. Mais oui. Il me semble qu'il faut partir de cette réalité, qui est que dans la chambre du mourant se trouvent 3 cœurs, je dirais, ambivalents, voire clivés. Le cœur du mourant, le cœur de son proche, le cœur de l'accompagnant.
Par accompagnant, j'entends aussi bien le soignant que le bénévole, le médecin que l'aide-soignante. 3 cœurs ambivalents, voire clivés. Premièrement, le cœur du mourant. Car il me paraît que toute attention un peu anthropologique à ce que vit quelqu'un qui voit la mort approcher, c'est qu'il oscille entre des moments où il n'en peut plus et appelle la mort comme un soulagement, et des moments où il se dit que la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Oscillation entre des moments où je veux que ça s'arrête et des moments où je veux que ça continue. Voire clivage. La distinction entre l'ambivalence et le clivage, c'est que l'ambivalence, c'est la succession des désirs contradictoires. Il y a un moment où je veux que ça s'arrête, un moment où je veux que ça continue. Le clivage, c'est la contemporanéité des désirs contradictoires. Si je n'étais pas clair, vous me le diriez. C'est-à-dire qu'au même moment, il est une partie de moi qui veut que ça s'arrête, une partie de moi qui veut que cela continue. Cette ambivalence, voire ce clivage des cœurs, fut magnifiquement dit par le plus grand philosophe de l'histoire de l'humanité, Jean de La Fontaine, bien sûr, qui a consacré 3 fables à la mort, qui arrivent à des conclusions complètement différentes. Car dans la mort et le mourant, eh bien, on a l'impression de quelque chose de tout à fait recevable par les militants de l'ADMD, puis ça se termine par « Je voudrais que l'on quitte la vie comme on quitte un banquet, que l'on fit son paquet et que l'on dit merci ». Oui, mais dans les 2 autres fables, la mort et le bûcheron et puis la mort et vieillard, on a des conclusions complètement différentes. Et regardez comment La Fontaine dit magnifiquement l'ambivalence, voire le clivage d'une âme. Un malheureux appelait tous les jours la mort à son secours. Ô mort, lui disait-il, que tu me sembles belle, viens vite, viens finir ma fortune cruelle. La mort crut en venant l'obliger en effet. Elle frappe à sa porte, elle entre, elle se montre. « Que vois-je » cria-t-il. « Ôtez-moi cet objet, qu'il est hideux, que sa rencontre me cause d'horreur et d'effroi. N'approche pas, ô mort, retire-toi. » Et vous avez la même oscillation dans la mort ou le bûcheron. Un pauvre bûcheron tout couvert de ramée, tâché de gagner sa chemine. Qu'a-t-il eu comme bonheur sur la machine ronde? La machine ronde, c'est la terre. Hein. Moi, c'est le genre de chose qui me rend béat pendant 3 semaines. Je suis heureux. La Fontaine me rend heureux. La machine ronde, hein. Sa femme, les corvées, les impôts lui font d'un malheureux la peinture achevée. Il appelle la mort. Elle vient sans tarder, lui demande ce qu'il faut faire. Et c'est là qu'il y a un revirement. Parce que le bûcheron dit à la mort, c'est pour m'aider à recharger ce bois. Tu ne tarderas guère. La mort vient tout guérir, mais ne bougeons d'où nous sommes. Mieux vaut souffrir que mourir. Telle est la devise des hommes. Alors La Fontaine est un génial philosophe parce que justement, il oscille, il est ambivalent. Oui, le cœur du mourant est ambivalent, voire clivé. Une part de moi veut que ça continue, une part de moi veut que ça s'arrête. Même ambivalence, voire clivage, je crois, dans le cœur du proche ou de la proche. Il y a des moments où elle a envie que ça s'arrête. Elle n'en peut plus. Elle l'accompagne dans sa maladie d'Alzheimer depuis des années. Il ne la reconnaît plus. Il mange ses propres excréments. C'est insupportable. Il faut que ça s'arrête. Ce serait un soulagement. Je pourrais faire des voyages. Oui, mais tout de suite après qu'elle a senti ce désir fomenter en elle, elle a envie de dire, telle Edith Piaf, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Oui, ambivalence, succession des désirs contradictoires. Je veux qu'il meure, je veux qu'il meure pas. Voire clivage. En même temps, une part de moi voudrait que ça s'arrête. Une part de moi voudrait que ça continue. Et ambivalence, voire clivage, je le crois, dans le cœur de l'accompagnant, car certes, vous n'êtes pas là pour donner la mort, mais en même temps, entrer dans une chambre où se trouve un cancer du larynx, dont l'eau qui crée des odeurs absolument insupportables, ça peut parfois faire qu'un soignant se dise « si ça pouvait s'arrêter ». Il faut partir de cette réalité anthropologique. Dans la chambre se trouvent 3 cœurs ambivalent, voire clivé. Et tout discours idéologique ou trop simple sur « voilà ce que c'est une bonne mort », eh bien, est sourd à ces oscillations, à ces ambivalences, voire à ces clivages. Voilà pourquoi il ne faut pas être idéologique, en effet. La fluctuance du cœur du patient, l'impossibilité de l'enfermer dans sa décision, dans la décision d'un moment, ces oscillations, en somme, le caractère non figé du désir est ce qui me paraît essentiel. Mais être à l'écoute des ambivalences, voire des clivages du cœur du mourant,
c'est pas forcément chose facile. Et il me semble que cette écoute des ambivalences, voire des clivages, des trois cœurs, elle est sans doute mieux faite par la psychanalyse que par la philosophie. Je crois que la psychanalyse est supérieure à la philosophie, par la finesse qu'elle montre aux complexités de ce que c'est qu'une psyché. Bon, je crois aussi que la philosophie est supérieure à la psychanalyse, parce que la philosophie sait que la psychanalyse est supérieure à la philosophie, alors que la psychanalyse a peut-être un peu peur de la philosophie. Bon, entre pompiers, ne nous marchons pas sur le tuyau, comme dirait Gérard Depardieu. Il me semble que cette écoute fine de ce qui se passe dans le cœur des mourants, la psychanalyse l'a fait mieux que la philosophie. Et cette écoute fine des patients peut avoir peut-être pour fondement, n'est-ce pas ma chère Hélène, la distinction qui vous est chère de la demande et du désir. Et peut-être qu'un travail sur les trois notions de besoin, demande et désir nous aidera à mieux appréhender les demandes de mort des patients. Voulez-vous bien nous dire, chère Hélène, le travail que vous faites sur ces trois notions, besoin, demande, désir? Je le veux bien, cher Eric. Je vais essayer de m'y atteler. Besoin, désir, demande. Voici en effet trois notions bien différentes. Et il me semble opportun de les différencier en repartant de la théorie freudienne, voire même de cette belle et mystérieuse formule de Jacques Lacan. Le désir s'ébauche dans la marge où la demande se déchire du besoin. Je répète. C'est du lourd. C'est du lourd. Je simplifie. Vous avez la demande et le besoin qui se déchirent. Ça crée une marge. Le désir se trouve dans la marge entre la demande et le besoin. Je redis Lacan. Le désir s'ébauche dans la marge où la demande se déchire du besoin. C'est bon? Le lourd s'est allégé? En effet. Alors, je continue. J'ai, comme psychologue, longtemps travaillé en USP, unité de soins palliatifs, et unité mobile de soins palliatifs, et à domicile des patients, en fin de vie. Et j'ai beaucoup de souvenirs qui m'incitent à dire qu'il n'est pas toujours bienvenu de répondre trop vite à une demande de patient, sous peine d'être contrarié dans son désir de bien faire. Quand on a le désir de bien faire, en tant que proche, aidant, soignant, souvent on est contrarié quand on veut répondre trop vite à la demande. Pourquoi? Je me souviens par exemple d'une infirmière qui avait cru bien faire après qu'un monsieur lui avait demandé à ce qu'on lui apporte un sorbet citron. Elle s'était mise en quatre pour aller, par ce temps de canicule, chercher un sorbet de citron et qu'il ne fonde pas dans le trajet. Et elle lui apporta. C'est alors que ce monsieur lui dit qu'il n'avait jamais demandé un sorbet citron. Ce dont il rêvait, c'était d'ananas frais. Quel déconvenu. Un autre exemple. Une dame souffre d'une dyspnée très importante à cause de son cancer pulmonaire. Le médecin rentre dans sa chambre et elle dit au médecin, elle se confie que vraiment, elle n'en peut plus. Et ils conviennent faire une sédation. Peut-être pas une sédation terminale, mais une sédation pour l'apaiser. L'équipe est d'accord, tout le monde est d'accord. Mais la famille arrive. Et lorsqu'on repose la question à la dame, elle n'est plus d'accord. Avec la famille, tout d'un coup, ah non, moi ça va, je supporte très bien la dyspnée. Le médecin, il est très embarrassé. Que faire? Il voudrait répondre à la demande, la soulager. Et elle ne veut plus. Lors du groupe de parole, nous en parlons longuement. Alors bien sûr, c'est la malade que l'on soigne. Mais on se dit, c'est inadmissible quand même, ces familles qui font changer d'avis leurs patients. Là, nous, on devrait la soulager, on est là pour les malades. Mais on doit toujours apporter une grande attention aux malades et aux proches. On ne peut pas considérer le patient seulement comme une entité. Il est toujours pris dans un écosystème, dans une sociologie, en lien avec les autres. Alors, il faut surseoir, prendre le temps, ne pas aller trop vite, dialoguer avec la patiente, avec la famille, réinstaurer un dialogue pour avoir moins peur que sédation égale mort. On entendra alors la complexité de la demande.
l'ambivalence dans toute demande. Je me souviens aussi d'un autre malade qui, après avoir réitéré plusieurs fois sa demande, qui est son fils, son petit garçon qui vient le voir, alors qu'on avait tout organisé parce que c'était extrêmement compliqué, eh ben non, il voulait plus, il avait trop peur. Il avait peur pour lui, le petit garçon, il avait peur pour lui, et là aussi, grande déconvenue de toute l'équipe. Donc face aux demandes contrariées, toujours prendre en charge aussi les soignants, et tout ce que ça crée comme désappointement. Alors ne nous précipitons pas à répondre aux demandes. Écoutons les demandes des patients, des familles. Écoutons d'abord et décryptons. Décrypter une demande, ça nécessite du temps, de la patience, une écoute attentive, attentionnée, avec un petit peu d'étonnement. N'oubliez jamais d'aiguiser votre oreille à l'étonnement. Tiens, je suis surpris, plutôt que de dire bah oui, bien sûr. Décrypter une demande nécessite de ne pas arriver dans une chambre avec trop de certitude. C'est-à-dire que souvent, quand on a eu la transmission d'avant, de l'équipe d'avant, on se dit bah, ce malade-là, il va me dire ça, il va avoir mal comme ça, je vais essayer de soulager comme ça, j'ai déjà un plan d'attaque ou de soins. Et puis finalement, ce ne sera pas du tout ça. Je vais découvrir un autre malade. Oh, laissons-nous la surprise et l'étonnement. Décrypter une demande impose de différencier désir et demande. La demande, nous venons de l'entendre, porte sur un objet. Généralement, on demande quelque chose. Le désir, lui, porte sur le manque lié à l'inadéquation entre une demande et la réponse proposée. La déchirure, l'inadéquation. Le désir, il vient là, de ce point. Il me semble que nous avons toujours à supposer autre chose derrière une demande. D'où la nécessité de suspendre un temps la réponse à la demande afin de permettre le déploiement d'une parole qui révélera un en-deçà et un au-delà de la demande. La personne demande, mais sous la demande, il y a souvent l'expression d'un désir inconscient. C'est cela, sans doute, qui s'est joué très tôt dans la construction de la psyché, de toute notre psyché de nous névrosés. On est tous des névrosés, je vous rassure. Névrosé, ça veut dire qu'on est pris dans le langage, et que dès qu'on est pris dans le langage, on rate l'objet. Parce qu'on parle, là je suis en train de vous dire quelque chose, mais je suis sûre que chacun dans l'assemblée associe à des expériences qui lui sont propres, et donc il n'entendra pas la même chose de ce que je suis en train de dire. Donc la parole crée déjà un écart et un hiatus entre ce que chacun pourra entendre. Donc il y a déjà une perte entre mon message, ce que moi je tente de vous dire, ou ce que j'imagine que je suis en train de vous dire, et ce que vous allez comprendre, ou entendre, ou garder de ce que je suis en train de vous dire. C'est ça les névrosés en gros, c'est qu'on est entré dans le langage, et donc dans le manque. Et s'il y a le manque, c'est que le désir, on n'arrive pas à l'attraper. Et Freud, il nous a très bien expliqué ça, et c'est avec Freud que je m'étaye pour pouvoir penser cette histoire de désir, de demande, de besoin. Et je reviens à l'histoire du bébé de primaire qui demande son lait. Le bébé, il pleure. Et quand la maman le nourrit, il est comblé, mais pas tout à fait, parce que il lui manque la première fois. La première fois, quand le bébé il a pleuré, il savait pas qu'il avait faim, et la mère, elle l'a comblé avec son lait. Et là, ça a été l'extase totale. Et on cherchera toujours à retrouver cette extase qui ne pourra pas se retrouver pleinement parce qu'on s'attendra toujours à retrouver quelque chose qui sera par le fait même perdu puisqu'on l'a déjà rencontré. Les mots de la mère, le sourire, l'odeur, l'attention. La mère ou tout substitut maternel et paternel, on dit mère par simplification. Sa façon de donner le lait sont au moins aussi importants que le lait qui est donné. Et la première fois restera pour toujours une satisfaction unique, presque mythique. Je veux dire par là que la demande va toujours au-delà du besoin. Vous voyez, on demande le lait et pourtant il y a un au-delà. On demande aussi le sourire, l'odeur, la première fois. Et donc, il nous faut différencier dans nos relations de soins le besoin et le désir.
Le besoin, il s'abolirait dans la rencontre de l'objet qui vient le satisfaire. Hop, j'ai plus faim. Hop, j'ai plus froid. Mais le désir, non. Le désir, il émerge à partir du besoin vital et biologique d'autoconservation, mais il l'excède. Le besoin, c'est ce dont il manque. Le désir, pas vraiment. Voilà pourquoi une demande pourra être assouvie partiellement, mais une part restera toujours insatisfaite, cherchera toujours un petit peu ailleurs, autrement. Alors souvent, les soignants, on entend, ils me demandent ça, puis finalement ça, et il va me manger le bras. Mais est-ce que c'est vraiment le bras ou c'est un peu autre chose? Toujours un peu autre chose. Parce que la vie, elle se loge là, dans les petits autres choses. C'est pas très terrible d'être complètement satisfait. Satisfait, pour Freud, c'est l'homéostasie, c'est-à-dire l'apaisement des tensions. Et entre l'apaisement des tensions et la mort, il y a toujours un petit risque. La petite mort. Ça vous parle? Donc, c'est pas infantiliser les malades, que je vous parle des bébés, que je reviens, mais pour vous faire comprendre par analogie ce qui se joue dans la relation soignante. La demande des patients est une chose qui doit être écoutée. Bien sûr qu'on doit l'entendre. Mais l'écouter pas tout à fait immédiatement. Pas tout à fait la satisfaire tout de suite. Et ainsi, les demandes de mort. Un patient qui demande à mourir, on ne va pas lui dire bien sûr, et si on peut le faire, quand est-ce qu'on le fait? Restons curieux. Préparons-nous à l'étonnement et à des retournements inattendus. Parole. Je suis une charge pour tout le monde. Ça fait tellement longtemps que je me bats. Je veux mourir. J'aime pas les psychologues. Vous pouvez revenir, mais seulement si vous voulez pas me faire changer d'avis. Je suis tellement mal à l'aise. Qu'est-ce que je pourrais répondre? Je peux pas lui renvoyer la question, faire l'ingénu. Ah bon, vous voulez mourir? Je sens intensément que je lui fais un affront et que je l'offenserai. Mais en même temps, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Une espèce de sueur, un battement de cœur. Comment je vais lui répondre? Qu'est-ce que je peux dire? Je rêverais d'être ailleurs. Mais je reste. Et je ressens avec elle la colère. Sa colère de ne pas être entendue. Et je ressens mon malaise de ne pas savoir quoi lui répondre. Et tout à coup, encore une fois, je suis d'accord avec elle. Mais c'est quand même insupportable que la mort soit la seule solution. Pourtant, la question, à ce moment-là, qu'elle change ou pas d'avis, n'est du coup plus du tout la question. Vous entendez qu'à ce moment-là, c'est pas une position intellectuelle dans laquelle on est. On se dit pas la juste distance, la bonne posture quand on est un soignant. Ça passe par l'éprouver. Qu'est-ce que nous fait ressentir le malade à ce moment-là? Bien sûr, je suis contre l'euthanasie. Enfin, pas telle que vous la décrivez, bonne mort, mais je suis contre le donner la mort. Bien sûr. La question de la mort pour l'autre, pourtant, là, elle me semble nécessaire, elle est tellement souffrante. Elle demanderait plus que ça. Tiens, c'est intéressant quand même. Que ce serait sa seule demande, ce serait que ça cesse. Alors mes idées, mes convictions, elles n'ont pas à intervenir. Mais je la juge un peu, je dis quand même, elle pourrait être plus courageuse, ou elle a tellement raison. Vous voyez, on est tout le temps pris dans nos jugements. Et on peut les accepter si on se dit qu'on va pouvoir les partager avec l'autre. Rester le sujet de sa parole, de ses pensées, et les partager avec eux, avec les malades dans un étonnement. Défiguré, transformé. Son visage s'ouvre, ses yeux attendent. Ils scrutent pour savoir, pour sentir. Ils attendent de savoir si je serai d'accord avec elle. Je dois avec elle traverser ce malaise, supporter ensemble que peut-être une vie comme celle-là devrait cesser. Entendre surtout que la vie est impossible si nous ne sommes plus entendus. Mais qu'entendre? Surprise. Il ne pourra s'agir que de surprise et d'étonnement. Soutenue par ma rêverie, par mon malaise si vivant, elle est vivante là, et tout d'un coup elle a le droit d'être vivante. Elle peut recommencer à parler, et elle peut commencer à pleurer. Elle peut parler de ses peurs, de ses proches, des adieux, de l'immonde de la vie, du partage impossible. Avançons prudemment, avançons à tâtons, comme en la nuit à la seule lueur d'une chandelle. Que nos tâtonnements soient notre première délicatesse. Avancer à tâtons,
comme en la nuit la seule lueur d'une chandelle. Comme la formule est belle, Hélène, et comme j'aime votre éloge et de l'étonnement et du tâtonnement. Je rappelle que pour Aristote, le sésame qui fait entrer dans la maison philosophie, c'est l'étonnement. Au tout début de la métaphysique, Aristote dit que pour devenir philosophe, il faut se laisser aller au tomazein, en grec, l'étonnement. Et qu'est-ce qu'un philosophe sinon quelqu'un qui continue de s'étonner alors qu'il a passé l'âge de l'étonnement? Quelqu'un qui continue à demander pourquoi alors qu'il a passé l'âge des pourquoi. Il y a un âge où les enfants s'étonnent de tout et demandent pourquoi. Un philosophe, ça n'est rien d'autre qu'un enfant attardé. Quelqu'un qui continue de s'étonner alors plus personne ne s'étonne. Alors attention, il ne suffit pas de s'étonner pour être philosophe. Pour être philosophe, il faut s'étonner des choses qui ne sont pas étonnantes. Parce que s'étonner des choses étonnantes, ça ne fait pas de quelqu'un un philosophe. Tout d'un coup, arriver quelqu'un en retard dans le plus simple appareil, nous serions très étonnés, peut-être admiratifs, peut-être déplorants, je ne sais, mais cela ne ferait pas de nous des philosophes. Non, un philosophe, c'est quelqu'un qui s'étonne de ce qui n'est pas étonnant, comme j'aime votre éloge de l'étonnement. Et plus encore votre éloge du tâtonnement, que vous ne présentez pas comme un défaut, mais comme une vertu. Qu'entendez-vous par tâtonnement? J'y vois quelque chose comme un éloge du tact. Ce tact est une façon de toucher sans toucher, de retarder le moment où on va toucher. Pourriez-vous, Hélène, je ne sais pas, par des vignettes cliniques ou par de petites histoires, nous expliquer ce que vous entendez par le tâtonnement de celui ou de celle qui accompagne un mourant? Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire parce que je suis convaincue que c'est les histoires qui peuvent nous faire entendre au plus près ce que j'aimerais vous énoncer. Pour éviter de vous écraser par du Lacan ou du Freud, mais par donc un savoir qui viendrait comme ça surplomber et nous dire des vérités, mais les histoires comme des analogies, comme une non-équivalence, mais comme une histoire qui viendrait permettre d'entendre ce que chacun vit tous les jours. Et je vais vous raconter une histoire du père Castor. Vous vous souvenez de ces histoires de quand on était petit? L'histoire de Boucle d'or. Boucle d'or, c'est un conte pour un enfant, pour les enfants, qu'on a raconté au pied des lits de nos petits pour les endormir. Et il m'est revenu là récemment, justement, quand je pensais au tâtonnement, qu'est-ce que je fabrique quand je vais dans la chambre des malades. Et je vous rappelle un peu l'histoire. C'est l'histoire d'une petite fille qui part en vadrouille et qui trouve au fond des bois une petite maisonnette. Et elle y entre. Elle est espiègle quand même, elle n'a pas peur, elle y entre. Et dans la pièce, elle y voit une table. Et sur la table, elle y voit des bols pleins de chocolat et puis des petites chaises tout autour. Des chaises tout autour. Et donc il y a 3 bols, un grand, un moyen, un petit. Puis il y a 3 chaises, une grande, une moyenne et une petite. Et elle essaie. Le grand bol, oh là là, il est beaucoup trop chaud. Le bol moyen, il est beaucoup trop froid. Et puis le petit bol, il est tout à fait juste à la bonne température. Et hop, elle le boit. Elle recommence avec les chaises, elle s'assoit sur la grande chaise, non, beaucoup trop grande, sur la moyenne, beaucoup trop grande, la petite, tout à fait juste à sa taille. Et elle s'assoit sur la chaise. Et puis elle monte à l'étage et puis elle trouve les lits, et là, elle va s'allonger sur le grand lit, et le grand lit est beaucoup, beaucoup trop grand, le moyen lit beaucoup trop grand, et le petit lit tout à fait juste à sa taille, et elle s'y endort. Et elle y est bien, jusqu'à ce que la famille ours revienne, et la découvre, et là, elle s'en va en courant. Par tâtonnement, elle a trouvé ce qui lui allait tout à fait bien pour pouvoir s'endormir sereinement. Et bien sûr, le sommeil l'a conduit à de l'imprudence, mais elle était maligne, elle a pu s'en aller. J'aime ce conte parce qu'il est tout à fait juste comme il faut après avoir tâtonné. Ni trop grand, ni trop petit, ni trop chaud, ni trop froid. Nous avançons, nous soignants. Vous, proches, vous, bénévoles, nous avançons par tâtonnement, ni héros, ni défaillants. Il me semble qu'on avance, qu'on va vers les malades, toujours en s'adaptant en fonction du malade qui est là et de la manière dont on en prend soin. C'est-à-dire que si on arrive avec des vérités, de savoir absolument ce qu'il lui faudrait, généralement on se plante, c'est jamais ça. N'oubliez jamais de demander à un malade, avant de l'aider, de savoir ce qui pourrait l'aider. N'oubliez jamais que si on lui demande
Qu'est-ce qui va l'aider? Ça va bien nous mettre en peine. Et c'est beaucoup plus compliqué d'aider un malade de répondre à ses besoins plutôt que de répondre aux nôtres. Donc soyons un peu dans l'inconfort du tâtonnement avec l'autre pour savoir comment on va pouvoir s'ajuster à sa demande et y répondre par le milieu. C'est-à-dire pas y répondre vraiment. C'est-à-dire qu'on va être un soignant, un proche, un bénévole suffisamment bon. J'aime cette notion de suffisamment bon. Vous connaissez tous certainement, enfin peut-être pas, la notion de suffisamment bon qui est décrite par le psychanalyste pédopsychiatre Winnicott, qui a parlé là encore de la mère suffisamment bonne. C'est-à-dire c'est celle qui pourrait avoir envie de jeter son enfant par la fenêtre parce qu'il n'arrête pas de pleurer et qu'elle ne peut pas le soulager, ou qui aurait envie de le dévorer tellement il est mignon et qu'elle l'adore. Donc, entre les deux extrêmes, qui sont des extrêmes, on ne va pas le dévorer et on ne va pas le jeter par la fenêtre, on va être suffisamment bon, c'est-à-dire osciller, comme vous le disiez, Eric, s'accorder comme des instruments de musique qui joueraient ensemble, avant de jouer ensemble. Je vais vous raconter un tout petit peu l'histoire de la mère suffisamment bonne décrite par Winnicott. Devant les cris du bébé qui a faim, encore il a faim, bon, enfin ces bébés ils ont toujours faim, mais il ne sait pas encore qu'il a faim. Devant ces terribles cris de détresse, la mère va aller vers son petit sans savoir tout de suite ce dont il a besoin. Elle fera des hypothèses et elle nommera ce qui se passe dans le corps. « Oh, mais tu as faim, tu veux manger. Oh, mais je vais changer ta couche. » Oh, elle donne un sens aux éprouvés corporels. Et ainsi, progressivement, elle va s'adapter. Et au fil des répétitions, elle va commencer à savoir. Au début, on est débordé complètement comme parents, puis petit à petit, on sait reconnaître le cri de celui qui a faim, de celui qui veut être changé, de celui qui a mal aux dents. Donc la mère, elle va finalement déployer un accordage avec son bébé. Et elle ne sait pas, avant d'avoir essayé. Elle ne sait pas si c'est la couche, si c'est le lait, si elle doit l'apaiser d'une berceuse, d'une histoire. Et le bébé non plus, il ne sait pas encore. On s'accorde. Les mères, lorsque tout se passe bien, elles savent rapidement interpréter les cris des bébés. Et voilà qu'elle devient donc la mère suffisamment bonne. Elle se façonne à ce moment-là par tâtonnement et par ratage. Ni mal, ni bonne, ni idéalisée, ni complètement mauvaise. Et bien de même, le soignant suffisamment bon sera celui qui supportera une part d'incompréhension, d'imperfection, d'inadéquation. Et là, je vous demande quelque chose, si vous êtes des soignants, si vous êtes des bénévoles ou si vous êtes des proches, je vous demande quelque chose d'absolument surhumain. C'est-à-dire supporter l'inadéquation quand on veut pour l'autre qu'il aille bien, c'est extrêmement difficile. Voilà pourquoi j'anime des groupes de parole, pour essayer de recueillir tout ce qui est dans la frustration de ne pas pouvoir répondre aux plus proches. Dès qu'on dit la frustration et qu'on la partage avec d'autres, ça permet d'alléger les choses. Cette théorie, empruntée à la petite enfance, encore une fois, je le répète, c'est une analogie pour nous aider à penser. Surtout pas plaquer des choses infantiles, penser que le malade c'est comme un enfant, non. Ni le malade, ni le proche, ni les soignants sont en place de bébé. Il s'agit en aucun cas d'infantiliser personne. On va pas dire « on a bien dormi, comment ça va aujourd'hui ?» Non. Chacun, par contre, avance avec ses certitudes et ses maladresses. Et parfois, il est bien heureux de pouvoir les affirmer. C'est-à-dire que là, je vous fais un grand cours sur le tâtonnement, mais nos tâtonnements, ils n'arrivent que parce que parfois, on est sûr de ce qui sera bon pour l'autre. Et des fois, on est sûr d'avoir complètement achoppé. Et de pouvoir le dire et le partager avec les autres, ça va permettre d'alléger la difficulté et l'idéal qu'on a. Mais de même qu'il est essentiel de rassurer les mères et de leur faire comprendre qu'elles s'occupent bien de leur bébé, parce que précisément elles ne sont pas parfaites, de même il me paraît essentiel de rassurer les soignants, les proches et les bénévoles, de leur faire comprendre que c'est pas grave et que c'est normal de ne pas être parfait au chevet du malade. Normal de ne pas répondre vite à toutes les demandes. Sinon, l'envie de fuir ou de savoir pour l'autre, avant de lui demander ce qu'il souhaite, pourrait venir prendre le pas sur le suffisamment bon. Les soignants, les bénévoles, les proches aidants ont une telle exigence, une telle intransigeance vis-à-vis d'eux-mêmes. Leur idéal est si fort. Ils ont toujours une si grande facilité à se critiquer eux-mêmes.
plutôt qu'à se pardonner. En effet, il n'est pas rare que la nuit, chez soi, quand on revient de l'hôpital, qu'on a travaillé, ils ressassent tout ce qu'ils auraient pu faire de mieux. Alors à ce moment-là, s'ils pouvaient penser, si nous pouvions penser à Boucle d'Or, et qu'on pouvait se dire « c'est tout à fait bien ainsi, j'ai fait du mieux que j'ai pu, je suis un proche, un bénévole, un soignant suffisamment bon », peut-être cela mettrait un peu d'humour, un peu d'enfance en nous, et allégerait-il notre sommeil. Même si vous avez été traversé par des pensées horribles, ou que vous avez commis des actes que vous regrettez, n'oubliez jamais que vous pouvez en témoigner à certains de vos collègues qui, comme vous, ne sont que suffisamment bons, et que c'est bien heureux. Car un soignant, un bénévole, un proche suffisamment bon est un autre qui toujours est attentif, vigilant, consciencieux et en recherche. Il est celui qui, avec quelques autres, reconnaît qu'il a cherché à faire de son mieux. Alors les ressentis négatifs éprouvés pourront être accueillis et pourront se convertir. Voilà, Eric, ce que j'appelle l'ajustement, le tâtonnement indispensable face aux patients en fin de vie. Point de bonne mort, là. Mais peut-être une mort suffisamment bonne. Qu'en pensez-vous, cher Eric ? Le concept me plaît beaucoup, chère Boucle d'Or. L'ajustement, le tâtonnement, l'accordage, oui. Ne crée pas ce que l'on pourrait appeler une bonne mort, mais peut-être une mort suffisamment bonne. Oui, voilà une notion qui me séduit fort. Quel écho vous pourriez en donner ? Je crois que je peux lui donner un écho en réfléchissant à cette donnée fondamentale qui est, à mon avis, qu'en fin de vie s'entrelacent le sentiment du possible et le sentiment de l'impossible. Voulez-vous que je déploie cette analyse ? Oui, avec plaisir. Oui. En fin de vie, il y a à la fois le sentiment de l'impossible, lorsqu'on n'en peut plus, et le sentiment du possible. Pour cette raison toute simple, qui est que tant qu'il y a de la vie, il y a du possible. Je ne dirais pas que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, car certaines situations parfois sont désespérantes et désespérées. Mais je dirais que tant qu'il y a de la vie, il y a du possible, et je le dis à partir de la lecture que j'ai pu faire dans ma jeunesse de Être et temps de Heidegger, philosophe qu'on n'ose guère citer aujourd'hui, mais qui tout de même est un grand philosophe de la mort. Or, dans Être et temps, Heidegger dit que la mort, c'est l'impossibilité du possible et la possibilité de l'impossible. En allemand, ça se dit au minimum der Tod ist der Unmöglichkeit der Möglichkeit und der Möglichkeit der Unmöglichkeit. C'est le genre de formule qui rend fou. Hein. J'ai connu des êtres humains tout aussi sains de corps et d'esprit que vous et que moi, en tout cas que vous, parce que moi je suis un peu philosophe, donc, qui un jour ont lu cette formule de Heidegger. Et depuis, ils tournent comme des derviches tourneurs, se rebellent. La mort, c'est l'impossibilité du possible, la possibilité de l'impossible. Non, la formule, si on la lit calmement, est assez simple. Dire que la mort, c'est l'impossibilité du possible, c'est, par négativité, suggérer que tant qu'il y a de la vie, il y a du possible, et que quand il y aura la mort, il n'y en aura plus. Et en effet, je suis vivant, j'ai donc du possible, et j'ai même dans les secondes qui viennent une infinité de possibles qui s'offrent à moi. Oh, pas une infinité de possibles, car la nature m'a privé de certaines possibilités. Je ne peux pas, dans les secondes qui viennent, m'envoler dans les airs comme l'oiseau, malgré ma fidélité 70s à Michel Fugain, qui depuis que je suis tout petit me dit « fais comme l'oiseau », sa vie d'air pur et d'eau fraîche un oiseau, et jamais rien ne l'empêche l'oiseau d'aller plus haut, oh, 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 oh. Et bien non, je ne peux pas dans les secondes qui viennent m'envoler dans les airs. Le don du vol n'a pas été donné par la nature à l'être humain. Je ne peux pas dans les secondes qui viennent me rendre invisible sur commande, comme Gigès après qu'il a mis l'anneau dont parle Platon, ou comme ma sorcière bien-aimée. Je ne peux pas dans les secondes qui viennent rester ici, donc le don de l'invisibilité ne fait pas partie des dons donnés par la nature à l'homme. Je ne peux pas dans les secondes qui viennent à la fois rester ici et être là-bas. Le don d'ubiquité ne fait pas partie des dons donnés par la nature à l'homme. Donc je n'ai pas une infinité de possibilités. La nature m'a privé de certaines possibilités. Mais à l'intérieur des quelques limites que la nature m'a imposées,
Oui, je peux dire que parce que je suis vivant, j'ai devant moi dans les secondes qui viennent une infinité de possibilités. Je peux dans les secondes qui viennent ou rester assis ou me lever. Je peux dans les secondes qui viennent ou continuer de parler ou me taire. Rassurez-vous, je vais bientôt me taire. Je peux dans les secondes qui viennent essayer de continuer à parler une langue que j'espère belle et courtoise, mais je peux dans les secondes qui viennent parler fort mal, jurer comme un charretier, dire des mots immondes. Je peux dans les secondes qui viennent me mettre debout sur cette table et uriner devant vous. Rassurez-vous, je ne le ferai pas, mais je peux le faire parce que je suis vivant. Quand je serai mort, je n'aurai plus la possibilité de me lever ou de rester assis. Je n'aurai plus la possibilité de parler ou de me taire. Je n'aurai plus la possibilité d'être courtois et discourtois. D'où la définition de la mort de Heidegger. La mort, c'est l'impossibilité du possible. Et donc, tant qu'il y a de la vie, il y a du possible. Alors certes, l'approche de la mort souvent resserre la palette des possibilités. Et si en fin de vie, je suis rendu tétraplégique par je ne sais quel accident ou maladie, je n'aurai plus la possibilité de me lever ou de m'asseoir. Si en fin de vie, je suis rendu aphasique par quelques problèmes cérébral, je n'aurai plus la possibilité de parler ou de me taire. Si en fin de vie, je suis rendu désinhibé par quelques problèmes fronto-temporaux, je n'aurai plus la possibilité d'être courtois ou discourtois. Il paraît que les relations entre le grand Jacques et sa Bernadette ont été assez affectées à la fin de sa vie du fait que les accidents vasculaires cérébraux à répétition avaient désinhibé Chirac. Ce qui fait qu'il s'était mis à tutoyer tout le monde, y compris Bernadette, qui lui aurait dit « ça n'est pas l'usage entre nous, je m'en fous ». Et Bernadette était atterrée de voir son grand avoir les mains baladeuses, appeler toutes les filles « ma souris », tous les garçons « nounous ». Elle avait voulu le mettre en maison, heureusement, sa fille s'y est opposée, oui. Et donc, en effet, l'approche de la mort souvent restreint la palette des possibles. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a du possible. Se réduirait-il à tout simplement cette toute petite expression proustienne venue à cette grand-tante qui n'avait rien dit depuis des jours, que d'aucuns auraient jugé réduit à l'état de légume, disant que ce n'était plus une vie. Et la voilà qui mange un peu de confiture de cassis avec ses mains, parce qu'elle ne sait plus que dans nos pays on mange avec une cuillère, et tout d'un coup son visage s'apaise et elle dit « Tata Anna ». Et on s'est souvenu qu'elle avait une tante qui s'appelait Anna, qui avait un grand jardin, et que sans doute elle se souvenait des cassis mangés chez Tata Anna. L'aide-soignante avance sa main pour laver cette vieille dame, et cette dame se met à hurler. Mais pourquoi je ne l'ai même pas touchée? Eh bien, malgré les délabres de l'esprit, créée par cette maladie, eh bien, elle se souvient d'une main qui peut-être s'approchait de son intimité, la main un peu baladeuse d'un tonton. Le corps se souvient proustiennement jusqu'au bout. Il y a toujours la possibilité de petits plaisirs et de petites peines du corps. Et ce que dit Heidegger, au fond, fut bien mieux dit par quelqu'un qu'on n'a pas honte de citer, mais grande joie de citer, qui est tout simplement Arthur Rimbaud. Car ma mère se souvient encore de l'enfant désespéré, dont les larmes ne pouvaient s'arrêter de couler, que j'étais, lorsque j'ai compris, avant de rencontrer la mort de mon grand-père, que j'ai compris que dans le poème de Rimbaud, Le dormeur du Val, eh bien le dormeur du Val ne dort pas, il est mort. L'autre moment où les larmes n'arrêtaient pas de couler, c'est quand j'ai compris que le petit cheval dans le mauvais temps était mort d'un éclair blanc un jour qu'il était si sage. Mais dans le poème de Rimbaud, Rimbaud nous laisse dans l'incertitude suspensive d'une hésitation pendant toutes ces strophes, puisque pendant longtemps on croit qu'il s'agit d'un soldat qui dort, et on comprend à la fin que c'est un soldat qui est mort. Pendant longtemps on croit que c'est quelqu'un qui se repose, puis on comprend que c'est quelqu'un qui repose. Oh, il y a peu de différence entre quelqu'un qui se repose et quelqu'un qui repose. Et pourtant il y a un abîme. Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a du possible. Et quand il y aura la mort, il n'y en aura plus. Il paraît que Hypnos et Thanatos étaient frères. Hypnos, c'est le sommeil, le rêve. Thanatos, c'est la mort. Il paraît qu'ils étaient frères, mais pas frères jumeaux. On pouvait les distinguer entre quelqu'un qui dort et quelqu'un qui est mort. Il y a quand même une différence. Mais il paraît que cette différence s'est abolie un jour où Apollon eut l'idée de pénétrer les secrets d'Hypnos. Apollon,
qui n'est pas simplement le Dieu de la beauté, mais aussi le Dieu de la lumière, le Dieu du savoir, le Dieu de la connaissance, est agacé qu'il y ait quelques mystères chez le dormeur ou le rêveur. Et donc il a l'intention de pénétrer de son rayon d'or le visage d'Hypnos pour savoir les secrets du sommeil, les secrets du rêve. Mais Hypnos est averti de l'intention apollinienne. Et parce qu'il n'a pas envie d'être pénétré par le rayon du soleil, puisqu'il a envie de garder son secret, eh bien il paraît qu'Hypnos, à ce moment-là, s'est déguisé en son frère Thanatos. Il s'est fait un masque qui l'a fait ressembler trait pour trait à Thanatos. C'est depuis ce jour-là qu'un homme qui se repose ressemble à un homme qui repose, qu'un homme qui dort ressemble à un homme qui est mort. Et il paraît que, arrivant avec son rayon pour pénétrer le visage d'Hypnos, Apollon se serait dit « Merde, c'est Thanatos !» Là, je laisse tomber parce que la mort est un mystère absolu. C'est là-dessus que joue Rimbaud. Hein. C'est un trou de verdure où chante une rivière. Et je ne sais pas s'il parlait ainsi, ce dieu, pardon. Bon. Diantre, mince, nous couperons au montage. C'est un trou de verdure où chante une rivière, où le soleil de la montagne fière luit. C'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe, sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. Et c'est évidemment dans le dernier vers qu'on comprend, parce qu'il a 2 trous rouges au côté droit, que ce soldat est mort et qu'il ne dort pas, qu'il repose, qu'il ne se repose pas. Mais ceci dit, Rimbaud nous l'avait dit avant, lorsqu'il nous a dit « les parfums ne font pas frissonner sa narine ». Tant qu'il y a de la vie, les parfums peuvent faire frissonner les narines, les lumières, les pupilles, les goûts, les papilles. Et c'est cette vie sensorielle qui me semble demeurer jusqu'au bout, qui fait qu'il y a chez tout être humain, même qui semble en effet ne plus répondre, absent, la présence d'une singularité inoubliable. Un des plus beaux textes jamais écrits sur les morts, c'est, je trouve, celui que Michelet écrit dans la préface qu'il a donnée à son Histoire de France. Michelet se promène dans le cimetière du Père-Lachaise. À l'époque, c'était les pauvres qu'on enterrait au cimetière du Père-Lachaise. C'était une époque, c'était Paris avant Anne Hidalgo, avant Jacques Chirac, si vous voulez. Et alors, qu'est-ce que veut faire Michelet ? Il ne veut pas faire comme les autres historiens, l'histoire des grands hommes, de ceux dont on se souvient. Il veut aussi raconter l'histoire de ceux qu'on oublie. Et c'est là qu'il écrit « Nous mourrons seuls ». Oui, dit Pascal. « Nous mourrons seuls », dit Pascal. Oui, mais est-il bon qu'on se souvienne ? Oui, il y a dans chaque âme quelque chose de singulier qui ne revient pas au même et qui mérite de ne pas mourir. Ne faites pas trop confiance aux larmes vite séchées de ceux qui vous ont connus. Lorsqu'un être est oublié, il faut que l'histoire y pourvoie. Et je crois en effet que accompagner quelqu'un qui va mourir, c'est essayer de recueillir cette singularité qui demeure jusqu'au bout, ces petits moments de joie, ces petits moments de tristesse, parce qu'en effet, tant qu'il y a de la vie, il y a du possible. Mais il y a aussi de l'impossible. Et le sentiment qu'on n'en peut plus, que c'est insupportable, et peut-être l'envie que cela cesse, l'envie que la mort vienne comme une délivrance, doit être aussi écoutée. Il me semble que le mouvement des soins palliatifs est un mouvement qui est là pour essayer de recueillir, d'exalter les possibles encore possibles, et essayer de s'occuper des impossibles pour en réduire le nombre. Voilà ce que je proposerais comme analyse pour faire écho à votre recherche du tâtonnement. Ne croyez-vous pas, chère Hélène, qu'en fin de vie s'entrelace en effet le sentiment du possible et celui de l'impossible, et que c'est cela qui souvent fait osciller la demande des malades entre des moments où ils veulent que ça cesse et des moments où ils veulent que cela continue? Je le crois tout à fait. Je le crois tout à fait. Et justement, mon expérience
est que ce sentiment de l'impossible prend souvent la forme d'une demande que j'ai souvent entendue, celle du « que ça cesse ». Une bonne mort. On peut redouter de mourir, en avoir peur, ou même éprouver de la terreur face à la mort qui vient. On peut l'attendre ou l'espérer. On peut jouer avec la mort. On peut jouer à faire le mort. La mort, de toute façon, est inéluctable. Et c'est de le savoir qui nous rend si humains. Mais la pensée de la mort peut parfois nous envahir tellement que ça nous anéantit. Et même nous demande de mourir, tellement c'est insupportable cette angoisse de mort. Demander à mourir pour se libérer de si violentes angoisses. Alors les débats actuels qui reviennent sur le devant de la scène nous permettent peut-être de penser la mort de l'autre, notre propre mort. Peut-être nous permettent-ils de penser les avancées ou les limites de la médecine. Mais serait-il possible d'apprendre, non pas à mourir, mais d'apprendre ou de réapprendre à parler de la mort? Je dis réapprendre car il me semble que les enfants savent parler de la mort. Et Françoise Dolto nous l'avait bien enseigné et avait même dit que les enfants avaient un grand plaisir à parler de la mort. Alors oui, réapprendre à parler de la mort. Car on peut avoir envie d'en finir, désirer abréger ses jours, mais être entendu au pied de la lettre, lorsque la demande est que ça cesse. N'est-ce pas résoudre la question un peu rapidement? Ne pourrions-nous pas nous laisser surprendre par une telle demande et ouvrir les conditions possibles d'un dialogue? Que ça cesse. J'en peux plus, que ça cesse. À qui s'adresse cette demande? Pour soulager qui? Pour abréger quoi? Est-ce parce que la fin de la vie se passe souvent, trop souvent, mal en France, que beaucoup de gens semblent être pour une loi qui viendrait légaliser l'euthanasie ou le suicide assisté? Et qui sont deux choses différentes. Est-ce par peur de devoir faire face à l'inéluctable, sans pouvoir contrôler? Si nous devions raccourcir la vie par manque de soins de qualité, par manque de personnel soignant et de médecins, ne serait-ce pas terriblement problématique? Ne doit-on pas protéger les patients et les familles de certaines dérives? Car il me semble en fait très inquiétant, en ce moment, la fermeture des lits de soins palliatifs par manque de personnel soignants, médicaux et paramédicaux. Vous vous rendez compte qu'en ce moment, il y a 350 postes vacants en soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est une discipline qui permet de prendre soin et d'accompagner les malades dont les traitements ne sont plus efficaces ou dont les effets secondaires des traitements sont délétères. Il me semble que la loi actuelle sur la fin de vie, la loi Leonetti-Claes, est très méconnue, bien souvent pas connue du tout, ni par les usagers, ni par les professionnels de santé. La loi Leonetti-Claes a été pourtant pensée par des gens qui vont mourir. Et dans notre expérience, il est rare de rencontrer des malades qui veulent mourir lorsqu'ils savent qu'ils vont mourir. Vous comprenez? Quand on veut mourir, généralement c'est qu'on est bien portant. Quand on va mourir, à ce moment-là, il y a l'angoisse de la mort plutôt que le désir de mourir. Alors on peut avoir le désir de mourir pour que l'angoisse cesse, mais c'est pas tout à fait la même chose. L'immense majorité des gens malades qui inexorablement vont mourir ne demandent ni l'euthanasie ni le suicide assisté. Parfois, oui, ils demandent à ce que ça cesse. Ils ont besoin de consulter des lois, les alternatives possibles, ce qui peut se faire dans les pays voisins. Certains s'insurgent, se révoltent contre nos lois hypocrites, mais leurs quêtes aboutissent dans la majorité des cas, s'ils sont bien soignés, à ne pas souhaiter aller plus loin. Ils peuvent même être soulagés par une sédation profonde et continue jusqu'au décès, décidée de manière collégiale et suivant les procédures établies par la loi Leonetti. Si face à une demande que ça cesse, on réduit le dialogue à « d'accord, on le fait quand ?» ou « ah non, on ne fait pas ça ici, c'est illégal »,
N'est-ce pas opposer une fin de non-recevoir à un appel en souffrance? Par exemple, j'ai accompagné pendant de nombreux mois une patiente à domicile qui avait une maladie de Charcot. Au début où je l'ai rencontrée, elle était dans son fauteuil roulant, elle pouvait encore se balader avec son fauteuil, elle pouvait m'ouvrir. C'était assez éprouvant parce que j'étais de l'autre côté de la porte, elle était toute seule chez elle, et rien que le fait d'ouvrir une porte quand on est dans un fauteuil roulant, alors que la porte elle s'ouvre à l'intérieur, et elle ne doit pas la pousser, elle doit la tirer, elle mettait déjà 5 minutes pour m'ouvrir. Donc pour moi, de l'autre côté, j'étais très inquiète en fait, et je me disais, mais pourquoi je viens? Qu'est-ce que je dois l'ennuyer à devoir ouvrir la porte? Et pourtant, elle y arrivait, et elle filait à son ordinateur pour m'écrire directement. Et sa grande question du début, c'était de savoir comment mourir, parce qu'elle ne voulait pas une mort par morceaux, elle ne voulait pas la déchéance. Et elle s'est renseignée beaucoup sur Internet, elle a questionné des gens, elle s'est mise en lien avec des politiques, elle a fait une vraie recherche et elle me montrait ses petits fichiers sur l'ordinateur. Et moi, je l'accompagnais dans ses démarches, enfin je l'accompagnais, je l'écoutais là où elle en était, elle m'en rendait compte. Et c'était ça qui était important pour elle. Les soignants, ils étaient très très soucieux qu'elle reste à domicile parce qu'elle était seule et elle parlait. Mais son problème, elle, c'était pas ça. C'était juste de se renseigner vraiment pour savoir comment faire. Et puis finalement, elle est allée en soins palliatifs, enfin tout ça, ça a pris du temps. Et j'ai été surprise de la retrouver dans une équipe de soins palliatifs où j'animais le groupe de parole, parce que je l'avais perdu de vue dans ces méandres hospitaliers. Et j'entends une équipe soignante me parler d'une patiente qui a une maladie de Charcot, et je la reconnais. J'étais tellement heureuse d'entendre parler d'elle comme ça. Et surtout qu'elle n'était pas du tout dans une demande de mort. En fait, elle voulait même une jéjunostomie pour l'alimentation. Et puis finalement, la décision éthique s'était prise, il n'y en avait pas. Mais c'est pour dire qu'au début de la maladie, pour elle, c'était absolument impensable d'imaginer qu'elle allait mourir par morceaux. Et elle voulait pouvoir penser et faire préparer tout, la lettre, tout ça, au cas où il y aurait besoin. Mais pour elle, c'était pas au cas, c'était sûr, elle aurait besoin de ça. Elle voulait tout organiser bien pour aller en Suisse. Et finalement, à la fin de sa vie, elle est morte. Je veux dire, pas tranquillement, hein, comme on peut mourir tranquillement d'une maladie de Charcot dans son lit, mais elle avait encore de l'humour, elle pouvait mettre les soignants en grande difficulté, tout ça c'était vivant autour d'elle, hein, parce que des patients qui nous ennuient, qui nous empêchent de les soigner bien, qu'est-ce qu'ils sont vivants? Donc la question pour elle, c'était pas du tout à la fin de la vie que ça cesse. Pourtant, c'était son désir le plus fort au départ. Heureusement, on l'a pas entendu radicalement au début. Donc dans les services de soins palliatifs, en unité mobile ou dans les lits d'hospitalisation, les médecins, les soignants, ils sont très compétents. Non seulement pour soulager des symptômes, qui sont de plus en plus complexes, mais aussi pour faire face à l'angoisse de mort, pour soutenir le regard. Rien de plus difficile que soutenir le regard, les questions dans ces moments-là, les doutes, la détresse. C'est ce dont je vous faisais part pour une autre patiente. Parce que c'est pas facile de soutenir un regard qui nous jauge et qui nous dit: est-ce que moi j'ai raison d'être toujours en vie? Est-ce que tu vas supporter que je sois en vie comme ça? Ou est-ce que tu préférerais que je sois mort? La rencontre est toujours nouvelle. Chacun affronte la fin de sa vie de manière unique. On meurt comme on a vécu. Alors la belle mort, la bonne mort. Les derniers moments de la vie, ils sont souvent déterminés par les relations, par l'environnement, par le rapport que chacun entretient avec son monde. Et les soignants en soins palliatifs, ils sont compétents et sur le plan technique et sur le plan humain, et ils s'interrogent sur la relation aux malades et aux familles. Ils s'interrogent tout le temps sur pourquoi est-ce que je ressens ça? Qu'est-ce que je peux faire face à l'angoisse d'un patient qui m'angoisse tellement? Pourquoi l'angoisse, elle m'étreint tellement moi? Pourquoi est-ce que je suis tellement en colère? Pourquoi je suis démuni, impuissant? Pourquoi je l'aime tellement, ce malade? Une mise à l'épreuve. Les patients et les familles mettent à l'épreuve les soignants, les bénévoles et les proches. Vous en avez tous l'expérience. Et j'espère bien qu'on pourra avoir le temps d'en parler un petit peu ensemble après notre causerie. Leurs demandes, leurs questions, elles peuvent nous sembler évidentes ou nous mettre en difficulté. Et lorsqu'ils nous disent « il faut que ça cesse » par un soi-disant manque de dignité, ne nous mettent-ils pas face à une énigme, leur énigme,
voir leur mystère. Et je crois, cher Éric, que c'est là un thème qui vous est cher. Oui, chère Hélène, et peut-être pourrions-nous terminer par lui. Une fin de vie suffisamment bonne, un accompagnement suffisamment bon d'une fin de vie ne me semble possible que s'il y a quelque chose comme une attention au mystère, une considération du fait qu'il y a là du mystère. Et je crois important de distinguer le mystère du problème, de l'énigme ou du secret. Le mystère n'est pas le problème, car le problème vit dans l'horizon de sa résolution. Le problème a une solution qui, une fois découverte, y met fin. Alors je ne dis pas que accompagner quelqu'un qui va mourir, ce soit d'abord résoudre des problèmes. Et le premier devoir des accompagnants, c'est de résoudre des problèmes. Oui, mais ce qui est nécessaire n'est pas suffisant. La fin de vie, c'est pas simplement un problème à résoudre. Ça devrait être la considération de quelque chose comme un mystère. Parce que le problème, c'est ce qui est devant nous et qu'on arrive à supprimer. Le mystère, au contraire, c'est ce qui nous environne. On ne peut espérer du mystère qu'une dissipation provisoire et partielle. Respecter vraiment quelqu'un qui va mourir, c'est ne pas considérer sa présence comme un problème à résoudre, mais comme un mystère à honorer. Vous parliez d'énigme. J'aime mieux l'énigme que le problème. Mais l'énigme a un mot, le mot de l'énigme, qui, une fois découvert, y met fin. Voilà pourquoi je pense la fin de vie plutôt mystérieuse qu'énigmatique. Secrète, y a-t-il du secret en fin de vie? Bien sûr, mais le secret vit dans l'horizon de sa divulgation. Si ce n'était pas clair, vous me le diriez. C'est-à-dire que le secret, c'est ce que l'on met de côté, mais qui finit toujours par revenir. Ce que montre très bien une fable de La Fontaine et l'histoire de Midas. Il y a une fable de La Fontaine qui s'appelle « Les femmes et le secret ». Rien ne pèse tant qu'un secret. Le porter loin est difficile aux femmes. Et je sais sur ce point bon nombre d'hommes qui sont femmes. Pas vous remonter la fable, mais la fable montre que le secret finit toujours par sortir. C'est l'histoire d'un homme qui, voulant éprouver la sienne, rien ne pèse tant qu'un secret. Le porter loin est difficile aux dames, je sais sur ce point, bon nombre d'hommes qui sont femmes. Pour éprouver la sienne, un mari, le soir étant couché, s'écria « Quoi ? J'accouche. » « Vous accouchez ? Oui, d'un œuf, le voici tout frais et tout pondu. Mais gardez-vous bien d'aller publier ce mystère. On m'appellerait poule, enfin n'en parlez point. » La femme, neuve sur ce cas, crut la chose et jura ses grands dieux qu'elle ne dirait rien. Mais ce serment s'évanouit avec les ombres de la nuit. C'est un vers sublime. Mais ce serment s'évanouit avec les ombres de la nuit. Dès le matin, elle grille d'aller conter la nouvelle. Au lieu d'un œuf, elle en dit 3. Alors à sa commère, qui est toujours sur le sceau du secret, puisque le nombre 2, de bouche en bouche, allait croissant, avant la fin de la journée, il se montait à plus de 100. Le secret finit toujours par sortir. L'histoire de Midas, c'est ça aussi. Midas, c'est un roi qui a dit que le meilleur musicien, c'était Pan et non pas Apollon. Il y a un débat pour savoir quel est le meilleur musicien des deux dieux. Pan avec sa flûte, oui, la flûte de Pan, ou bien Apollon avec sa lyre. Et alors on interroge des rois, tous les rois disent que le meilleur musicien c'est Apollon, sauf Midas qui dit c'est Pan. Apollon n'est pas du tout content et pour le punir, il lui fait pousser des oreilles d'âne. Il les cache avec un bonnet, mais il y a bien quelqu'un à qui il est obligé de les montrer, c'est son coiffeur. Mais Midas intime le secret. Surtout, ne dit pas que j'ai des oreilles d'âne. Mais un secret, rien ne pèse autant qu'un secret. Ça pèse. Et à un moment, Midas fait un grand trou à côté de la rivière et il crie dans ce grand trou « Midas a des oreilles d'âne, Midas a des oreilles d'âne ». Il le rebouche. Malheureusement, des roseaux poussent sur ce trou et le vent qui passe par les roseaux fait qu'on entend Midas a des oreilles d'âne. Alors, je ne dis pas qu'il n'y ait pas de secret en fin de vie, mais il y a surtout du mystère. Car je crois en effet que le rapport au mystère n'est pas la même chose que le rapport au secret. Le secret rend l'homme curieux, le mystère rend l'homme humble. Le secret suscite la convoitise. En fin de vie, parfois, on a envie de savoir les secrets. Il y a quelque chose qui est attirant par comment il est, comment elle est, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle fait. Le secret rend l'homme curieux, le mystère le rend humble. Le secret suscite la convoitise, alors que le mystère suscite le respect. Le secret fait s'approcher et tendre l'oreille et ouvrir l'œil avide,
alors que le mystère, au contraire, fait reculer. Je dirais qu'on doit s'approcher du mystère comme on s'agenouille devant l'impalpable et impénétrable sanctuaire de l'humanité. Le mystère, est comme un sacrement à adorer. Eh bien, je ne nie pas qu'en fin de vie, il y ait pour les soignants toute une série de problèmes à résoudre, mais j'aimerais que fût considéré ce qu'il y a de fondamentalement mystérieux dans la présence de quelqu'un qui va mourir. La question de la fin de vie, il ne faut pas la réduire au statut de problème à résoudre. Nous sommes dans une époque qui aborde toutes les réalités humaines à partir du couple problème-solution. Et il paraît que la loi Léonetti-Claes, je vous rejoins tout à fait, c'est une loi peut-être la moins mauvaise des lois, mais une loi beaucoup trop intelligente pour notre époque. On nous dit que la loi Léonetti-Claes n'a pas résolu tous les problèmes. Mais pourquoi aborder le mystère qu'est la fin de vie avec ce couple obsessionnel problème-solution? Je répète, je ne dis pas qu'il n'y ait pas en fin de vie des problèmes à résoudre, mais la question de la fin de vie ne doit pas être réduite au statut de problème à résoudre dont il faudrait trouver la solution, que ce soit par l'aide médicale à mourir. Ou par l'évacuation de tous les symptômes en USP. Bien sûr, Hélène, vous voyez, vous avez profondément raison, nos âmes continuent de dialoguer, nous continuons d'écouter la petite voix qui au fond de nous se rebelle contre nous. Et la difficulté, me semble-t-il, est que considérer le mystère de chaque fin de vie, ce serait au fond essayer d'accueillir le temps de l'agonie. Et qu'il y a dans l'agonie quelque chose d'insupportable pour les vivants. Certes, l'agonie n'est pas toujours belle à voir, mais n'est-il pas parfaitement normal qu'il y ait en fin de vie un agone, c'est-à-dire en grec ancien un combat entre les forces de vie et les forces de mort. Permettez-moi, Eric, d'évoquer une agonie à laquelle j'ai assisté récemment et qui va vous surprendre puisqu'elle est celle de ma chatte Plume. Et alors ma chatte, qui était un petit peu mal en point, tout d'un coup s'est mise à avoir une crise d'épilepsie et à sauter partout. Je l'ai contenue, allongée par terre et tenue bien fort par le cou, comme l'aurait fait sa maman chatte. Et je l'ai accompagnée dans ses allaitements, dans ses feulements, et j'étais très désemparée parce que j'ai eu en moi envie de lui tordre le cou pour que ça cesse. Et en même temps, j'avais envie de la caresser pour apaiser. Et en même temps, j'avais envie d'appeler des vétérinaires pour qu'ils viennent dire quelque chose, et en même temps, je ne pouvais pas la lâcher. Et finalement, elle est morte quand mon fils est arrivé. C'était son maître. Et c'était absolument éprouvant et très surprenant, et en même temps pas surprenant du tout, mais tout ce par quoi je suis passée comme sentiment, et surtout après coup, une fois qu'elle était morte et que je suis allée chez le vétérinaire, j'ai dit à l'assistante vétérinaire ce qui s'était passé, parce que j'étais très mal, j'avais l'impression de ne pas avoir soulagé assez bien mon chat, que j'aurais dû appeler SOS vétérinaire, parce que ça durait un peu trop longtemps. Et que quand même, en fin de vie, la sédation, l'apaisement. Et puis elle m'a rassurée. Elle m'a dit que si jamais j'avais appelé une équipe en pleine nuit de vétérinaires, ça aurait changé son équilibre, que ça aurait fait des intrus et que finalement j'avais bien fait. Et ça m'a beaucoup rassérénée. Et je me dis que, toute chose égale par ailleurs, évidemment que la fin de vie d'un chat, c'est pas la fin de vie d'un homme, d'une femme, d'un proche. Mais il y a quelque chose qui se passe comme ça dans toujours un petit peu de disjonction entre ce qu'on aimerait et l'insupportable de ce temps-là, de ce temps où on voudrait. Et c'est souvent que les patients en fin de vie, que j'ai connus en soins palliatifs à la maison, on faisait tout un travail avec les équipes des SOS médecins, tout ça, pour pas les envoyer aux urgences mourir, quand justement à ce moment-là, en fin de vie à la maison, c'était insupportable, et on appelle le SOS. Parce que SOS, il n'y a plus rien à faire à ce moment-là, et de pouvoir juste accompagner les accompagnants à pouvoir passer ce temps-là, ce temps de combat, ce temps de lutte, ce temps de terreur, de passage. Et il me semble que voilà, mon histoire autour de mon petit chat qui vient de se passer et dont je suis très triste, vient nous éclairer d'une manière peut-être un peu plus décalée, donc un peu plus pensable par rapport à cette question de l'agonie. Très beau récit, Hélène, que celui de l'agonie de Plume, notre chatte, qui était assez lourde, mais elle s'appelait Plume. Peut-être une fin de vie suffisamment bonne, en tout cas vous, accompagnatrice suffisamment bonne. Et ce très beau récit, chère Hélène, m'invite à dire comme vous
qu'il n'y a peut-être pas de bonne mort, d'euthanasie, mais qu'il est peut-être possible qu'il existe des morts suffisamment bonnes. Ces morts suffisamment bonnes pourraient trouver leur origine, reparcourons tout notre cheminement. Ces morts suffisamment bonnes pourraient trouver leur origine dans une attention aux ambivalences, voire au clivage du cœur humain. Dans un travail de différenciation de la demande, du besoin, du désir. Dans un tâtonnement. Dans une attention aux possibles et aux impossibles qu'il y a en fin de vie. Dans une écoute du que ça cesse. Dans une appréhension de l'énigme. Plutôt du mystère. Du respect du temps de l'agonie. Décidément oui, il n'y aurait pas de bonne mort. Mais j'espère que nous ayons pu un peu vous convaincre, ce soir, chers auditeurs, du fait qu'il pourrait exister des morts suffisamment bonnes. J'ai le même espoir que vous, Hélène, et me permettez-vous d'avoir le goût que nous terminions notre causerie vespérale à deux voix, notre duetto, par un peu de musique? J'en ai également le goût. J'aimerais que nous écoutions pour finir un aria de Bach chanté par Dietrich Fischer-Dieskau au début de sa carrière, lorsque cet homme chante avec la voix du bon Dieu, de sorte que lui vient une sorte de douceur décantée, un épuisement doux, une bonté fraternelle, une naïveté déchirante, que d'ailleurs plus jamais Fischer-Dieskau ne retrouvera quand il aura trop conscience de la beauté de sa voix. Cet aria de Bach s'appelle Komm süßer Tod. Komm süßer Tod, komm selge Ruhe, komm führe mich in Friede, weil ich müde. Viens douce mort, viens bienheureux repos, viens conduis-moi vers la paix, car je suis fatigué du monde. Viens donc, je t'attends, viens vite et conduis-moi, ferme-moi les yeux, viens repos bienheureux, viens douce mort, viens bienheureux repos. Il fait meilleur au ciel, les joies y sont bien plus grandes, c'est pourquoi à toute heure, je suis prêt pour les adieux, je ferme les yeux, viens repos bienheureux, viens douce mort, viens bienheureux repos. Je veux maintenant voir Jésus et être parmi les anges. À présent, tout est accompli, c'est pourquoi je prends congé du monde, mes yeux sont déjà clos, viens repos bienheureux. Alors bien sûr, il y a pour ce mourant l'aide de la foi. Mais je rappelle qu'avoir la foi, c'est espérer plus souvent qu'on ne doute. Ce qui prouve que même le plus croyant d'entre nous peut douter qu'il y ait un Jésus et une paix. Il faut écouter Bach, parce que comme le disait Sioran, il n'y a qu'une seule preuve d'existence de Dieu. C'est la musique de Jean-Sébastien Bach. Après qu'on a entendu Bach, il faut qu'il existe, il serait scandaleux qu'il n'existe à point. Et c'est vrai que quand on entend on a envie qu'il existe. Bach croyait tout devoir à Dieu, puisqu'au début de tous les manuscrits de Bach, il y a le SDG, Soli Deo Gloria, à la seule gloire de Dieu. Mais Sioran, le génial Sioran, le pessimiste Sioran disait, c'est pas du tout dans ce sens-là, c'est pas Bach qui doit tout à Dieu, c'est Dieu qui doit tout à Bach. Il dit parfois que sans la musique de Bach, Dieu serait un pauvre type. Alors je ne sais pas si cette écoute de Bach va vous convaincre que Dieu existe, qu'importe. Nous avons tellement insisté sur le mystère, sur la douleur, sur l'inachèvement, que nous avons quand même envie de terminer par quelque chose qui est tout de même une douceur de la fin de vie. Musique ? Merci. Merci.